Le gros dossier de ce reclassement, surtout, c'était le cas de Harden versus Curry, le débat qu'on a eu la dernière fois avec Antoine, qui avait débouché sur un classement où j'avais mis Harden par-dessus Stephen Curry. Toi, avant qu'on refasse le débat, qu'on reprécise peut-être ou qu'on réfléchisse, d'instinct, comment tu avais pris ce classement de Harden premier devant Curry, ou en tout cas Curry qui ne passe pas devant Harden? Bah déjà, j'ai beaucoup rigolé parce que en écoutant le podcast, vous parlez de ça et Antoine en train de faire un plaidoyer pour Stephen Curry et tu vois un peu, je fais ouais, je vais mettre Harden devant. Ouais, t'as pas convaincu quoi, il t'a pas convaincu. Mais je sais pourquoi tu l'avais parce que tu connaissais les arguments d'Antoine et que tu faisais ta propre réflexion indépendante de ce qu'il disait parce que lui il disait plus pour les auditeurs parce que toi et moi on savait un peu ce qu'il allait dire. Alors ton argument c'était surtout Harden les niveaux de jeu quasi équivalents, peut-être Curry un peu meilleur mais avec Harden qui avait un peu plus de saison et que du coup par le calcul un peu mathématique quoi, il passait devant quoi. Oui, c'est un peu ça, ouais. Alors, pour préciser, parce qu'en fait c'est tout le propos, en fait, c'est par rapport à ça, par rapport à la nature de l'exercice. Voici les catégories dans lesquelles je mets Stephen Curry devant James Harden. Ouais. Voilà, donc voilà. Meilleur pick sur la décennie, Curry devant Harden. Meilleur joueur au niveau, on va dire, à l'échelle all-time. Si on juge toute leur carrière, je mets Curry largement devant Harden. Enfin, largement, nettement en tout cas. Meilleur profil théorique, je mets Curry devant Harden. Si tu me fais choisir, tu me dis, tu as une page blanche ou tu as n'importe quelle équipe, ou alors tu as une équipe random, lequel tu préfères, lequel est intrinsèquement plus fort ou plus transposable dans tous les contextes, ou n'importe quel argument qu'on pourrait dire, on va dire, le profil théorique, je préfère Stephen Curry. Meilleur joueur de playoff, je sais pas, mais meilleure flexibilité ou meilleur joueur sur lequel ça se transpose le niveau de jeu en playoff, je prends Curry là encore. En termes, cette fois hors terrain, peut-être joueur le plus marquant, enfin hors terrain plus terrain, mais joueur le plus marquant, je prends également Stephen Curry par rapport à James Harden. Donc voilà, toutes ces catégories, je prends Stephen Curry par rapport à James Harden. Je pense qu'il a eu un meilleur pic, je pense qu'intrinsèquement son profil est plus intéressant, etc. Mais, et parce qu'il y a un mais, le mais c'est que la seule catégorie où je prends Harden devant, c'est le cadre d'aujourd'hui, qui est la valeur cumulée sur la période qu'on a délimitée, et donc la valeur cumulée au cours des 10 ans. Et en fait, c'est un peu ça, c'est un peu pour ça que je reprécise tout ça, parce que je suis pas du tout hermétique à Stephen Curry et sa valeur extraordinaire et tout ça, et je suis d'accord, évidemment. C'est juste que sur les règles qu'on s'est fixées, bon, après, peut-être qu'on peut. Certains pourront penser que j'ai fait exprès de fixer ces règles-là pour avantager Harden. Mais non, mais blague à part, sur les règles qu'on a fixées, je suis un peu obligé de respecter ça. Parce que c'est ça l'exercice, c'est de voir sur les 10 ans qui a accumulé le plus de valeur. Et du coup, c'est vrai que non seulement il y a une notion de longévité, déjà, parce que forcément 8 saisons pour Stephen Curry, parce qu'il est blessé sur 2 d'entre elles, donc 8 saisons contre 10, forcément ça fait un peu la différence pour moi. On est sur du plus 20% de saisons jouées, hein, donc c'est pas pareil les cas entre 8 et 10 que les cas entre 18 saisons et 20 saisons, ou les cas entre 28 saisons et 30 saisons. Donc c'est pas un écart mineur pour moi, par exemple, donc longévité d'abord. Et puis aussi, il y a un autre truc, et par rapport à ce qu'Antoine avait développé, et là encore je suis d'accord, hein, c'est que dans cet exercice, on mesure ce qui s'est passé de facto, on va dire. Et ce que Antoine disait et ce que beaucoup de gens ont dit dans le Discord, et sur lequel je suis d'accord, c'est que Curry est beaucoup plus flexible, est un joueur beaucoup plus malléable, et avec un profil théorique beaucoup plus intéressant en soi, là où Harden, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de contraintes pour l'optimiser, et que, à la fois défensivement, il faut un certain contexte, écosystème pour qu'il soit pas catastrophique, mais même offensivement, il y a plus de contraintes qu'avec Curry, que tu peux mener n'importe où, et c'est fantastique. Mais bref, donc, oui, Curry est bien plus malléable, et le profil intrinsèque et théorique est beaucoup plus flexible, on va dire, mais, en l'occurrence, encore une fois, on mesure de facto ce qui s'est passé, et le fait est que Harden a eu une équipe qui a été construite pour lui, autour de lui, donc, de facto, il a eu cette optimisation. Si on fait le débat dans l'absolu, on va dire, je pense qu'on peut pencher plus pour Curry, mais quand on mesure ce qui a été fait, j'ai pas envie de pénaliser le coup de Harden n'irait pas dans n'importe quel contexte, puisque dans le contexte où il a été, et c'est ce qu'on mesure, c'est ce qui a été, finalement il a été optimisé. Donc ce côté malléabilité, je suis totalement d'accord pour Stephen Curry,
Mais en même temps, ça rentre pas trop dans l'équation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu veux dire que la flexibilité de Curry, le fait que tu peux faire ce que tu veux avec lui, que tu peux construire une équipe très facilement avec lui, c'est pas un accomplissement, c'est une caractéristique. Et ce que tu mesures là, c'est les accomplissements. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est une vraie qualité hein, d'être à ce point flexible. Comme je dis, je prends aussi que si je construis mon équipe, alors que Harden, c'est un joueur que j'adore beaucoup et surtout j'adore les porteurs de balle, manipulateurs de défense et drivers, c'est peut-être les joueurs que je préfère. Mais je rejoins tout à fait Antoine et tout le monde sur le fait que quand tu construis une équipe, je prends Stephen Curry parce que c'est ce que je dis, le plafond que tu peux avoir, les possibilités que tu as, c'est un rêve pour construire une équipe. Mais la question, c'est pas avec qui je construis une équipe, c'est qui pendant ces 10 ans, cette décennie a comment dire, A fait le plus dans son contexte, finalement. Oui, voilà. Et finalement, j'ai pas envie de pénaliser Harden pour pas être flexible et pas être facilement optimisable, parce que de facto, il a été optimisé. Donc pour moi, oui, je suis d'accord, mais ça rentre pas trop dans le débat, parce que du coup, oui, il est difficile à mettre en place, mais en même temps, il a été mis en place. Il a eu une équipe construite pour lui, donc je veux pas trop lui enlever des points dessus, parce qu'en fait, dans ce qu'on mesure, ce qu'on mesure a été bien fait. Donc il y a ce côté-là, et puis voilà, on l'avait précisé aussi dans les règles de la saga, le facteur chance, finalement, ça joue beaucoup. On parlait voilà, Harden a été optimisé, il a eu de la chance que toute une équipe soit construite pour lui. On peut retrouver cette même chance pour un joueur comme Draymond Green, qui fait pas non plus la même carrière s'il n'est pas à Golden State. Ce facteur chance, on le prend en compte, on prend ce qui est, quoi, finalement. Encore une fois, on l'a pris en compte pour plein de joueurs, et c'est ce que j'avais dit au tout début de la saga. Donc il y a ce côté longévité, il y a ce côté, on mesure ce qui s'est passé de facto, ce qui pour moi met un peu de côté on va dire l'argument intrinsèque et absolu de la flexibilité. Et il y a aussi un autre truc qu'on avait précisé dans les règles, c'est la valeur sportive, finalement. On mesure la valeur sportive, et donc c'est vrai que, encore une fois, je pense que Curry a été beaucoup plus marquant à l'histoire de la NBA et même à l'histoire de cette décennie-là. Il y a un côté révolution du jeu, il y a un côté faire rêver les gosses. Sur le Discord, ça parlait de ça. Même son héritage dans le jeu, en termes de le pull-up à 3 points et tout ça. Oui, effectivement, ça serait plutôt dans un classement où on ferait qui a été le joueur le plus marquant. Mais sur le côté valeur sportive, du coup, on peut pas trop le prendre en compte, quoi. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais vu qu'on on a dit qu'on mesurait la valeur sportive, on va pas prendre tout ce qui est storytelling, entre guillemets, ou narratif, ou tout ce qui est impact marquant ou pas. Non, on le prend pas forcément en compte, donc c'est d'où aussi ce résultat-là. Après, j'ai aussi conscience que c'est vrai que c'est un choix éditorial de ma part qui est très particulier, qui est même assez unique. Parce que d'habitude, quand on fait des classements ESPN ou même chez nous, Basket USA ou Trash Talk ou je sais pas, n'importe qui, on fait des classements. En général, on aime bien faire un classement on prend tout en compte. On prend tous les critères en compte, on fait un grand mélange, parfois un peu subjectif, mais on fait un grand mélange. Là, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de dire on prend pas tout en compte. Et donc, ce qui fait que le classement n'est pas définitif et chacun viendra ensuite rajouter les critères qu'il a envie de rajouter. Ce n'est qu'un critère de valeur sportive cumulée, du coup. Donc, voilà un peu pour ce côté-là aussi on ne mesure que la valeur sportive. Donc, là aussi, malheureusement, Stephen Curry, entre guillemets, perd des points. Et puis, un autre truc aussi, c'est que finalement, Harden a pas mal de saisons compétitives, et même il a que des saisons compétitives sur la décennie. Et ça, pour moi, ça compte aussi, parce que c'est pas juste 10 saisons contre 8 où ce serait il y aurait de la présence, une longévité, mais une longévité un peu nulle. Avec Harden, c'est quand même pas le cas, quoi. Et ça, j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois, mais j'ai envie de réinsister. Il y a 10 saisons dans des équipes compétitives. D'ailleurs, toute sa carrière, il a fait les playoffs, absolument l'intégralité de sa carrière, Harden. Et c'est quelque chose que d'ailleurs, par exemple, Stephen Curry n'a pas fait en début de décennie, parce que Golden State n'était pas bon jusqu'en 2013. Donc il y a ce côté-là, alors que de son côté, James Harden, c'est 10 saisons, 10 playoffs, et même la première année en 2011 où il sort du banc, et les deux premières il sort du banc, mais même la toute première où il est encore plus timide, il est déjà à 30 minutes de jeu par match pendant les playoffs. Pendant un run de playoffs en 2011 où OKC va en finale de conférence. Donc il y a 10 saisons à plus de 30 minutes par match, toute la décennie à plus de 30 minutes par match, un temps de jeu titulaire en playoff. Pour moi, ça compte, quoi. Ça compte, et même sur la saison régulière, c'est vrai qu'Antoine était arrivé avec un nombre comparé avec un nombre de titularisations qui était similaire entre Curry et Harden. Et c'est vrai, mais j'étais pas d'accord, parce que effectivement, il y a pas mal de matchs aussi où Harden sortait du banc, mais toi, tu peux en parler. Même quand il sortait du banc à OKC, particulièrement en 2012, c'était quand même un top 3 de son équipe à l'époque déjà, quoi. Ouais, et puis moi je faisais partie de ceux qui disaient même top 2 en vrai, hein. Tu sais qui était pour moi le troisième. Donc même s'il y avait ce côté plutôt quand même je joue un peu plus contre des remplaçants, mais on parle un peu de Ginobili.
et on sait à quel point tout le monde le met en avant. Si tu considères beaucoup Ginobili, tu dois considérer beaucoup le James Harden de Oklahoma City. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Non, mais il y a un peu ce côté-là pour moi aussi, de 10 saisons très, très pleines et très compétitives. Et c'est vrai qu'il sort pas tout, enfin, il n'est pas tout le temps titulaire au début, sur les 2 premières années, mais c'est quand même un joueur important, quoi. Et c'est un joueur important d'une équipe qui fait des finales de conférence et des finales 2011 et 2012. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, je trouve qu'ils ont une évolution assez similaire pour le coup. Donc c'est pour ça que je voulais un peu m'amuser à comparer aussi. Toujours dans ce côté comparant les valeurs cumulées, les valeurs accumulées pendant cette décennie. 2011 plus 2012, donc les 2 premières années, Harden, je pense, a assez largement l'avantage, puisque déjà il joue 2 saisons alors que Curry n'en joue une. Il est blessé en 2012, Curry. Donc il y a ce côté-là, avec en plus déjà des playoffs, 2 fois 30 minutes par match en playoff pour James Harden. 2013-14, c'est un peu la période où les deux sont des jeunes All-Stars. Je sais pas si tu te souviens un peu de cette époque. Mais en plus, avec Curry, malheureusement, c'était l'ère Mark Jackson, donc c'était encore un style de jeu un peu. Pas le style de jeu sous Steve Kerr, avec beaucoup plus de jeux sans ballon. Sous Mark Jackson, c'était pas totalement la même chose, donc c'était pas non plus le Stephen Curry MVP, on va dire. Et de son côté, James Harden était déjà très bon en 2013 et 2014. Donc pour moi, c'est relativement similaire de ce côté-là. 2015, ils sont un peu en compétition pour le MVP. Je sais qu'à l'époque, je penchais largement pour James Harden. Depuis, je suis un peu revenu sur ça. Je pense qu'effectivement, Curry le méritait. Pas largement, mais ça me va tout à fait. Je pense que aujourd'hui, je le donnerai à Curry. Mais bon, voilà, et les deux étaient candidats à MVP, quoi. Et les deux étaient finalistes. Il n'y a pas un écart de fou, donc continuons. Pour l'instant, Harden a un peu la main. 16-17, bon, là, largement avantage Curry. Il y a sa saison complètement folle. Et de l'autre côté, Harden c'est un peu le trou en 2016 où les Rockets sont pas bons, ça s'effondre avec Dwight Howard, etc. Mais voilà, Curry a largement la main. 18 et 19, je pense aussi que Curry a la main, mais James Harden n'est pas des masses derrière, quoi. Et c'est là aussi où je pense que par rapport à pas mal de monde, et je crois que toi aussi, mais finalement, ok, on n'a pas des pics d'efficacité et d'impact, la gravité sans ballon et tout ça de Stephen Curry, mais quand même, quoi, les saisons d'isolation et de punir les switches et les mismatchs de James Harden en 2018 et 2019, c'est quand même pas rien, quoi. Mais c'est ça, on peut, et je pense que beaucoup de monde, y compris tous les deux, ça ne dérange pas de considérer que sur les 8 ans de Stephen Curry, à chaque fois dans ces 8 ans-là, Curry était devant Harden. Et Harden était vraiment dans la roue, très proche, à une ou deux exceptions près, et même les exceptions, il n'y a pas un écart de fou non plus. Si cet écart-là, cet avantage que se cumulait à chaque fois Curry, la question c'est est-ce que cet avantage cumulé, il rattrape les 2 années que Harden a fait sans lui, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour finir, parce que je finis la décennie 2020, Harden joue et il est très très bon. Alors c'est le style un peu caricatural de Harden isolation, d'accord, mais il joue. Curry est blessé cette année-là, donc voilà. Et donc je trouve qu'il y a des évolutions un peu similaires entre les deux. Le côté jeune, sympa, ensuite le côté All-Star, ensuite le côté MVP, etc. Ensuite un dernier step-up en fin de décennie pour les deux. Et comme tu dis, voilà, même si tu te dis on fait les 8 meilleurs de Curry contre les 8 meilleurs de Harden, bah, au final il reste quand même les saisons, on va dire 11 et 12 de James Harden. C'est pas top, c'est pas élite, c'est pas niveau LeBron James, c'est pas niveau Kevin Durant, mais c'est mieux que littéralement rien, si je peux un peu le formuler comme ça. Oui. Donc il y a un peu ce côté-là. Non, c'est ça, selon, encore une fois, t'es parti dès le départ sans savoir quel classement t'allais faire au final. Oui, tout à fait. T'es parti dès le départ dans cette idée-là, je cumule les années. Je compte une année, bah oui, c'est quelque chose, et qu'importe si le joueur il a été blessé, tant pis pour lui, ou autre raison, c'est presque de l'accumulation bête et méchante, quoi. Et bah, tu pars sur ce postulat-là, sur celui-là qu'on a discuté sur tous les podcasts, tu peux pas en changer, ou alors faut tout recommencer. Bah, du coup, de fait, tu dis, bah, il y a ces 2 années supplémentaires de très haut niveau. Bah oui, tu les additionnes et ça fait que Harden gagne des points contre du vide, énormément de points, et on a le droit de considérer que c'est injuste, mais c'est les règles de départ. C'est ça. Alors après, pour défendre un peu quand même l'autre côté, et comme je dis sur le Discord, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on soit en désaccord de beaucoup pour que ça penche d'un côté ou de l'autre. Par exemple, analogie très simple,
on va dire que si on met Stephen Curry à 19 sur 20 et Harden à 17, il n'y a que 2 points d'écart, on va dire, entre les deux. Je modélise, mais très grossièrement. Donc 2 points d'écart, on va dire. Tu multiplies par les 8 saisons où ils ont été, ça fait 8 x 2, 16, a priori. Bon, 16, arriver à accumuler un score de 16 sur 20 en 2 saisons pour James Harden, sachant en plus à quel point a été bonne la 2012 en sortie de banc, je pense qu'il le fait totalement. Et moi, je suis un peu de ce côté-là en termes de pondération. Je pense qu'il n'y avait pas un écart à ce point. Je pense que si on devait le modéliser, je suis un peu sur ce côté. Ok, Curry était à 19 ou 20, était à 19 et Harden était que 2 points derrière, 2 points sur 20 derrière, quoi. Après, c'est vrai que tu vois, et c'est pas de beaucoup, mais si tu considères que c'est pas 2 points d'écart, que c'est pas de 17 à 19, mais que c'est de 15 à 19 ou de 16 à 19, de suite, c'est pas 2 points d'écart que tu multiplies par 8, c'est plutôt 3 ou 4, voire même 4 points d'écart, donc x 8. Là, ça fait 32. Et là, tu peux argumenter que non, 32 points de retard, les deux saisons de James Harden 2011 et 12, non, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas à rattraper. Donc, c'est là-dessus où moi, je penche un peu de ce côté-là, sur le côté valeur cumulée. Pour moi, il n'y a pas un écart à ce point grand pour que la longévité, on va dire, accumulée de Harden ne compense pas. Mais en même temps, comme je dis, on n'est pas obligé d'être désaccord de beaucoup pour que Stephen Curry repasse devant, vu les facteurs multiplicatifs. Je ne sais pas si tu as suivi un peu mon exemple nul. Moi, je me suis fait un petit tableau là, avec un tableau Excel. Mais non, mais c'est ça, t'as mis le doigt sur un truc que je pense qui est le plus intéressant mais qui du coup qui a une petite forme de subjectivité. Ça dépend à quel point vous considérez que Curry a été plus fort que Harden sur les années où ils ont joué, quoi. Si vraiment il y a un écart très très sérieux, tel que Harden n'arrive pas à rattraper Curry avec ses 2 années supplémentaires, vous avez le droit, et pourquoi pas, et du coup vous mettez Curry devant. Là, Guillaume et moi, on part plutôt sur l'idée que non, Harden n'était pas si loin que ça. Du coup, pour Curry s'est pas suffisamment ménagé d'avance pour pouvoir se permettre de pas jouer 2 ans entre guillemets sans se faire dépasser. Mais c'est un peu de l'appréciation, c'est un peu la louche, donc peut-être un jour, Guillaume, tu feras un podcast purement sur ces 2 jours-là, qui durera entre 15 et 20 heures, et tu compteras vraiment des millimètres par millimètre, et puis on se refait, non, mais en fait, Curry avait l'avance. Non, mais tu vois, c'est pour ça que j'aime bien aussi la manière dont Ben Taylor présente les choses aussi. Souvent, quand il fait des classements, il parle souvent en termes de fourchette, tu sais. Ouais. Je sais pas, quand il fait des classements de qui a eu le meilleur pick all-time, il te dit, lui, je l'imagine bien, Shaq ou LeBron, il peut monter 2e ou 3e du classement pour moi, fourchette haute, et il peut aussi se retrouver 4e ou 5e. Et finalement, là, on fait un classement, donc je suis un peu obligé de faire un choix, et donc je fais ce qui, moi, me paraît bien, mais si tu me proposes un classement avec James Harden, pour l'instant 3e, avec au-dessus de lui Kevin Durant et au-dessus de lui Stephen Curry, franchement, ça fait partie on va dire, dans mon éventail de possibilités de pondération, j'arrive à le comprendre et je ne suis pas forcément en désaccord, quoi. Donc, il y a toujours cette variabilité et voilà, le but, c'est aussi... on fait un classement, mais le but, c'est aussi de parler de jeu, quoi, et de s'amuser à débattre, quoi. Ouais, et puis on n'a pas encore placé Boris Dio, qui va tout remettre en cause. On n'a pas encore placé Boris Dio, effectivement. Mais non, mais en gros, l'idée, c'est un peu... J'avais trouvé une dernière analogie, si tu me permets. Vas-y. C'est un peu... tu essaies de décerner le trophée de MVP. Tu prends leur niveau de jeu et Harden a joué 82 matchs et Stephen Curry, il a joué 20% de moins, du coup. Il a joué 63 matchs. Et là, le débat, sachant que Curry a été meilleur, mais a fait 20% de matchs en moins. À qui est-ce que tu le donnes ? Est-ce que tu le donnes à Stephen Curry qui a fait 63-64 matchs ou à James Harden qui a fait les 82 ? Voilà, c'est un peu ça le dilemme et voilà, c'est un truc qui revient tous les ans de toute façon. Donc voilà, et bon, après j'ai regardé aussi au niveau des stats all-in-one qui sont un peu des stats cumulatives. Pour le coup, elles mettent James Harden devant, un peu sur ce côté, on donne de la valeur à la longévité, on accumule des points petit à petit. Et comme c'est un peu notre exercice, en recoupant ça me rassure un peu, en tout cas ça me conforte un peu dans ce choix-là. Tout ce qui est Basketball Index, le VORP, les win shares, etc. Toutes les stats un peu cumulatives sont un peu de cet avis, voire même certaines mettent Chris Paul d'ailleurs devant le groupe Kevin Durant et Stephen Curry parce que là encore Chris Paul a 10 saisons. Mais donc voilà, je pense que voilà, je sais pas si on aura apporté des éléments nouveaux, j'espère quand même en avoir apporté. J'avais quand même fait gaffe à laisser largement la parole et avoir fait exprès d'inviter Antoine et on aurait pu
Tu disais tout à l'heure que j'ai fini par couper en disant bon, ben, je mets James Harden malgré l'argumentaire, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien couper, sinon on peut faire des podcasts de 8 heures avec toi ou avec Antoine. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce débat, Nico? Sur ce débat Harden-Curry, non, après, nous, on pose des arguments. Les gens, ils font ce qu'ils veulent avec. Tout à fait. Ouais. Ils les analysent comme ils veulent d'ailleurs. Et personne n'a vraiment. À partir du moment où le raisonnement est réfléchi et bien mis en perspective, et qu'il y a des parties qui relèvent un peu du jugé, parce qu'à un moment donné, on est obligé d'arriver un peu à ça, il n'y a pas personne qui a tort en vrai. Oui, il n'y a pas de bonne réponse, ouais. Oui. Mais là, dans ce cadre qu'on a, l'intérêt, c'est juste de discuter, de réfléchir avec ça. Une fois que tout ça c'est fait, vous faites ce que vous voulez, quoi. Comme disent les Américains, c'est de la food for thought, la nourriture pour l'esprit. C'est ça. Et voilà un peu la logique derrière ce classement, on va dire.